Dites-moi qui est le traître dans cette histoire. Un homme qui, à l'âge de 9 ans, a été donné en otage parce que son père avait perdu la guerre. Un homme que l'on a retenu pendant 10 ans dans une maison étrangère, ni comme un fils, ni comme un serviteur, mais comme une garantie, une assurance vie contre une nouvelle révolte. L'homme qui, pendant tout ce temps, a essayé de comprendre qui il était, sans jamais y parvenir. Et quand il a finalement commis la trahison dont tout le monde se souvient, ce n'était ni pour le pouvoir, ni pour l'argent. Il a trahi parce qu'il ne savait pas qui il était. La plupart des gens se souviennent de Theon Greyjoy comme d'un faible qui a pris Winterfell et tout perdu. Mais il y a une autre histoire, celle d'un homme qui a été tellement brisé qu'il ne restait plus de lui qu'un nom, et celle de la façon dont il a retrouvé ce nom. Car l'arc narratif de Theon Greyjoy n'est pas une histoire de trahison, c'est une histoire d'identité. Et dans ce genre, parmi tout l'univers de A Song of Ice and Fire, c'est la plus forte. Aujourd'hui, je vais vous démontrer une chose qui peut sembler provocante. L'arc narratif de Theon Greyjoy est plus fort que celui de Jaime Lannister. Jaime a perdu un bras, a repensé ses valeurs et a accompli une série de bonnes actions. Theon s'est complètement perdu. Il a été anéanti au point de ne plus pouvoir prononcer son propre nom. Et il s'est reconstruit à partir de rien. C'est une transformation d'une toute autre ampleur. Et je vais maintenant vous montrer comment cela fonctionne, étape par étape, depuis le tout début jusqu'à la dernière scène à la Mer de Dieu. Theon Greyjoy est né à Pike, dans les îles de Fer, au sein d'une maison dont la devise était « Nous ne semons pas ». La maison Greyjoy est une maison où ce qui appartient aux autres vaut mieux que ce qui est à soi, car ce qui est à soi doit être gagné par le labeur, tandis que ce qui appartient aux autres peut être pris par la force. Les îles de Fer sont un archipel rude, situé sur la côte ouest de Westeros. Pauvre, balayé par les vents, peuplé de gens qui, depuis des temps immémoriaux, considérèrent la piraterie et les raids non pas comme un crime, mais comme un mode de vie. Là-bas, on valorisait la force, on méprisait la faiblesse et on ne pardonnait jamais la défaite. Grandir dans cette culture signifiait savoir, dès l'enfance, soit tu prends, soit on te prend. Il n'y a pas de juste milieu. Son père, Lord Balon Greyjoy, était un homme qui croyait aux anciennes coutumes des Fernés. Pillar, tuer, prendre. Balon a soulevé une rébellion contre le trône de fer, s'est proclamé roi des îles de Fer et a perdu. Il a perdu rapidement et complètement. Robert Baratheon et Ned Stark ont écrasé sa flotte et son armée en quelques mois. Les deux fils aînés de Balon, Roderick et Marone, ont péri au combat. Quant au plus jeune, Théon, âgé de 9 ans, il fut envoyé à Winterfell en gage. On laissa Balon en vie et on lui permit de conserver le château de Pike. Mais le prix à payer était clair. Tant que Théon serait entre les mains des Stark, les îles de Fer resteraient tranquilles. Il est important de le comprendre dès le départ. Théon n'était pas simplement un enfant adoptif, c'était un otage. Ned Stark l'a accueilli à Winterfell, l'a traité avec respect, l'a élevé aux côtés de ses propres enfants, lui a appris à lire et à écrire ainsi qu'à se battre. Mais Théon comprenait parfaitement que son père l'avait cédé par contrainte et non par amour, et que si Balon se révoltait à nouveau, Théon serait exécuté. Ned Stark en parlait franchement et ouvertement. Non par cruauté, mais parce que c'était ainsi que les choses se passaient. Dans le livre, Théon se souvient qu'il l'avait compris dès son enfance. Ned l'aurait tué sans hésiter si Balon avait rompu son serment, non pas parce qu'il le haïssait, mais parce que le devoir passe avant les sentiments. C'est ainsi que s'est creusée la blessure la plus profonde de Théon. D'un côté, les Stark étaient sa famille. Il avait grandi avec leurs enfants, était l'ami de Robb, qu'il considérait comme un frère. Il mangeait à leur table, dormait sous leur toit, portait leurs couleurs. De l'autre côté, les Stark n'étaient pas sa famille. Il le savait. Robb le savait. Tout le monde à Winterfell le savait. Théon était à la fois un invité respecté et un mort en sursis. Et lorsqu'il eut grandi et fut revenu à Pike, il s'avéra que là non plus, il n'était plus des leurs. Sa sœur Yara le regardait avec mépris. Son père le traitait de « chien des Stark ».
Les Fernés voyaient en lui un garçon efféminé venu du continent qui avait perdu son sel et son fer au cours de ces 10 années passées parmi les Nordiens. C'est là que réside le nœud du problème. Les Nordiens le considéraient comme un Greyjoy. Les Fernés le considéraient comme un Stark. Ni les uns ni les autres ne le considéraient comme l'un des leurs. Et toute sa vie, il a tenté de prouver le contraire à l'un ou à l'autre. Tyrion Lannister lui avait dit un jour sans détour « Tu n'es qu'un serviteur des Stark, rien de plus ». Cette remarque était cruelle, mais juste. Et Théon y avait réagi exactement comme on réagit à un coup bien placé, avec bien plus de douleur qu'il ne se permettait de le montrer ouvertement. Toute la vie de Théon, jusqu'à la prise de Winterfell, est l'histoire d'un homme qui a été suffisamment bien traité pour en vouloir davantage, mais qui n'a jamais reçu assez d'acceptation pour trouver la paix. On l'a constamment placé dans des situations où il devait choisir son camp, sans pouvoir vraiment appartenir à aucun d'entre eux. Et lorsqu'il a enfin fait un choix, il a fait le pire possible. Non pas parce qu'il était un mauvais homme, mais parce qu'il ne savait pas comment être un homme bon dans un monde qui ne lui avait jamais donné de repères sur lesquels s'appuyer. Il est facile de se moquer du Théon que l'on voit dans la première saison. Un jeune homme suffisant, sarcastique, un peu effronté, avec un sourire narquois permanent. Il donne des coups de pied dans la tête coupée d'un déserteur exécuté et regarde Robb d'un air provocateur. Il se moque de Tyrion. Il flirte avec tout le monde et se comporte comme l'héritier du royaume. C'est la première impression. Et c'est exactement ainsi que la plupart des téléspectateurs l'ont perçu, comme un personnage arrogant dont on n'a aucune raison de s'apitoyer. Mais une deuxième dimension apparaît lorsqu'on y regarde de plus près. Chacun de ses gestes est un mécanisme de défense. Il est arrogant parce qu'il a peur de paraître faible. Il malmène les autres parce qu'il se sent lui-même constamment malmené. Il se vante de ses origines parce que celles-ci sont la seule chose qu'il possède, et encore, cela est remis en question. Le Théon des livres, si l'on lit ses chapitres avec attention, vérifie constamment comment on le perçoit. Il remarque chaque regard, chaque sourire narquois, chaque signe de mépris. Il a soif de reconnaissance comme un homme affamé pense à la nourriture. Ce n'est pas un trait de caractère fortuit, c'est la conséquence directe de 10 années passées en tant qu'otage. Il a appris à lire dans les pensées des gens, car sa vie en dépendait. Le troisième niveau, le plus profond, est celui de la loyauté. Théon aimait sincèrement Robb. Pas comme un maître, ni comme un geôlier, comme un frère. Dans « Le trône de fer », lorsque Robb proclame l'indépendance du Nord et qu'on le nomme roi du Nord, Théon lui demande « Sommes-nous frères désormais, pour toujours ?» Et lorsque Robb répond par l'affirmative, Théon lui prête serment d'allégeance. Ce n'est pas un calcul politique, c'est un besoin émotionnel. Théon a trouvé chez Robb ce que sa propre famille ne lui avait jamais donné. Une acceptation inconditionnelle, ou presque inconditionnelle, car Robb lui rappelait parfois qu'il n'était pas un Stark. Mais peu importe, c'était plus proche de la réalité que tout ce que Théon avait jamais reçu de Ballon. Et c'est précisément pour cette raison que sa trahison a été si douloureuse pour tous ceux qui l'ont vu. Théon n'a pas simplement trahi un seigneur et un roi. Il a trahi l'homme qu'il aimait comme un frère. Il a trahi la seule personne en qui il avait confiance. Et au fond de lui, il le savait depuis le début. C'est pourquoi la prise de Winterfell n'était pas simplement un coup politique. C'était la destruction de la maison où il avait grandi, par la main de celui qui l'avait élevé. Il convient de souligner d'emblée une différence importante entre le livre et la série. Dans la série, Théon, alors qu'il part pour Ballon, résiste longtemps à son père et va même jusqu'à rédiger une lettre d'avertissement à l'intention de Robb qu'il brûle ensuite. Ce n'est pas le cas dans le livre. Le Théon du livre se rallie à Ballon beaucoup plus rapidement, presque sans hésitation. Le Théon de la série prend une mauvaise décision après avoir longuement souffert et hésité. Celui du livre, quant à lui, agit avec un calcul qui s'est avéré catastrophiquement erroné. Les deux versions parlent du même personnage, mais montrent simplement différentes facettes de son caractère. Qu'est-ce qui anime Théon lorsqu'il finit par faire son choix ? Ce n'est pas la cupidité. Ce ne sont pas non plus des ambitions politiques à l'état pur. Il est animé par une fin simple, douloureuse et ancienne. Il veut que son père le reconnaisse.
qu'il le regarde et voit un Greyjoy, et non un serviteur des Stark. Ballon regarde son fils et lui dit « Ils ont fait de toi l'un des leurs. » Et Théon, au lieu de partir, commence à prouver le contraire. C'est là le moteur de la catastrophe. Pas la malveillance, le désir de plaire à un père qui ne l'apprécie pas. Et c'est sans doute le motif le plus reconnaissable et le plus humain de toute cette histoire. Mais derrière cette façade se cache autre chose. Quelque chose auquel la plupart des spectateurs n'ont pas pensé. Théon n'avait pas de choix qui ne ressemble à une trahison. S'il était resté fidèle à Robb, il aurait trahi Ballon et ses propres origines. S'il était parti rejoindre Ballon, il aurait trahi Robb et tout ce que Winterfell lui avait donné. Les Nordiens l'auraient de considérer comme un Greyjoy de toute façon. Les Fernés l'auraient de considérer comme un Stark de toute façon. Il était voué à la trahison dès l'âge de 9 ans, au moment où Ned Stark l'avait recueilli auprès de Pike. Ce n'est pas une excuse, c'est le contexte. Et cela change tout. Maintenant que nous comprenons ce qui le motive, analysons en détail les 3 décisions qui ont déterminé tout son destin. Première décision, la prise de Winterfell. Ballon Greyjoy a donné à son fils un seul navire, un seul, et l'ordre de ravager la côte de la rive de Pierre. C'était une mission délibérément humiliante. Ballon voulait la guerre dans le nord, pendant que l'armée de Robb combattait à l'ouest, mais il voyait en Théon un instrument, et non un allié. Yaré a reçu 30 navires, à Théon, un seul, et c'est là que survient le moment qui change tout. Dagmer lui dit en substance « Tu es plus intelligent que ne le pense ton père. Tu connais le Nord. Tu as vécu à Winterfell pendant 10 ans. Prends-le. » Théon connaissait les points faibles du château de l'intérieur. Il savait combien il y avait de guerriers à l'intérieur. Il connaissait l'organisation de la garde. Et il a pris sa décision. Cette décision n'est pas le fruit d'une réflexion stratégique froide. Derrière elle se cache un homme qui doit prouver à son père qu'il est un véritable Greyjoy, qu'il sait conquérir, comme il sied à un fils de la garde de fer. Théon a pris Winterfell avec une poignée d'hommes et s'est proclamé prince de Winterfell. C'était brillant sur le plan tactique et suicidaire sur le plan stratégique. Les 10 années passées à Winterfell en tant qu'otage se sont retournées contre ceux qui le retenaient. Une ironie amère à la Martin, la bonté de Ned Stark, qui a donné à Théon une éducation et un entraînement, a fourni à l'envahisseur tous les outils nécessaires pour s'emparer de sa propre maison. Mais Théon s'était emparé de Winterfell et ne savait pas quoi en faire. Lorsque Yara arriva et lui proposa de partir avec dignité, d'emmener Bran et Rickon comme otages à Pike et de remporter la guerre d'un seul coup, il refusa. Car partir signifiait admettre qu'il était à nouveau un étranger, qu'il faisait à nouveau ce qu'on lui disait de faire. Cette peur le retenait à Winterfell plus solidement que n'importe quel mur. Et c'est là qu'il se passe quelque chose que la série raconte de manière plus simple, tandis que le livre le décrit avec beaucoup plus de précision et d'horreur. Bran et Rickon se sont enfuis pendant la nuit. Théon est parti à leur recherche, mais ne les a pas trouvés. Retourner au château les mains vides aurait signifié un désastre politique. C'est alors qu'une proposition a été faite. Tuer 2 orphelins de la ferme voisine et faire passer leurs corps pour ceux de Bran et Rickon. Dans la série, c'est Dagmer qui fait cette proposition. Dans le livre, et c'est là une différence fondamentale, le conseiller s'avère être un homme du nom de Rick, que Théon a lui-même libéré des cachots du château et pris comme serviteur, et qui était en réalité Ramsay Bolton. Ramsay s'était délibérément laissé capturer par Théon, s'était délibérément insinué dans sa confiance, l'avait délibérément poussé à commettre l'acte le plus monstrueux qui soit. Puis, il s'en est servi comme excuse pour tout ce qui a suivi. Théon accepta. Non pas parce qu'il voulait tuer des enfants, mais parce que la panique l'avait rendu incapable de penser autrement. C'est à ce moment précis qu'il franchit le point de non-retour. Il le sut immédiatement. Dans son livre, Martin ne cache pas que Théon se sentait coupable dès la première nuit. Les têtes des garçons sur les portes de Winterfell le hantaient, mais reconnaître son erreur à voix haute signifiait perdre son pouvoir. Et il garda le silence. Examinons maintenant les conséquences en chaîne, car c'est précisément cette décision qui a déclenché le mécanisme qui a causé la mort de milliers de personnes et mis fin à la guerre des 5 rois d'une manière tout à fait différente de celle dont elle aurait pu se terminer.
Robb Stark apprend que Théon aurait tué Bran et Rickon. Chagrin, désespoir. Jane Westerling se trouve à ses côtés. Le lendemain matin, Robb, mu par l'honneur, se sent obligé de l'épouser. Il a rompu le serment qu'il avait prêté à Walder Frey. Le contrat de mariage est rompu. Voici la chaîne des événements. La trahison de Théon, la fausse nouvelle de la mort des frères, le chagrin de Robb, la nuit avec Jane, le mariage d'honneur, la rupture du contrat avec les Frey, les noces pourpres. Théon n'avait rien prévu de tout cela. Il voulait impressionner son père. Mais c'est précisément sa décision qui a déclenché la chaîne d'événements qui a coûté la vie à des milliers de personnes, y compris celle de Robb lui-même. Passons maintenant à la troisième décision que ses compagnons de la saga n'ont jamais pleinement comprise. Lorsque Rodrik Cassel assiégea Winterfell avec quelques centaines d'hommes, la situation devint désespérée. Le maître Léwyn proposa à Théon une issue secrète, un passage souterrain, un chemin vers le mur. La garde de nuit accueille tout le monde. Les péchés sont pardonnés. La vie continue. Théon a refusé. Il a répondu sans détour à Léwyn que Jon Snow le tuerait au mur. Mais ce n'était qu'une partie de la vérité. L'autre partie aurait été la suivante. Accepter la proposition de Léwyn signifiait se rendre. Reconnaître pour toujours qu'il avait perdu. Devenir pour toujours un moins que rien. Il sortit dans la cour, rassembla ses hommes et prononça un discours sur la mort dans l'honneur. C'est l'une des meilleures scènes du livre. Théon parle des îles de fer, de ses ancêtres, du fait que tout le monde meurt un jour et qu'il vaut mieux mourir dignement. C'était un véritable discours, peut-être le meilleur qu'il ait jamais prononcé. Ces hommes l'ont immédiatement abattu et livré à Ramsay en échange d'un laissez-passer. Voilà le contraste entre les générations. Ned Stark est mort pour ses paroles. Théon a prononcé des paroles de bravoure et a été trahi par ceux à qui il s'adressait. Car les mots, aussi beaux soient-ils, ne valent pas une vie vécue de telle sorte que l'on suive vos traces. Mais c'est justement après cela que commence la partie la plus importante. Celle pour laquelle, me semble-t-il, Martin a écrit toute l'histoire de Théon. Dreadfort, Rick, ce que Ramsay a fait à Théon et pourquoi c'est plus effrayant qu'il n'y paraît à l'écran. Dans la série, nous assistons en direct aux tortures infligées à Théon dès la 3e saison. La caméra ne détourne pas le regard. Le spectateur vit cette transformation étape par étape. Dans les livres, Martin procède différemment et, à mon sens, de manière plus effrayante. Il suffit d'ouvrir A Dance with Dragons pour découvrir non pas Théon, mais Rick. Le premier chapitre s'intitule Rick. On ne nous montre pas comment il a été brisé, on nous montre un personnage déjà brisé. Et le lecteur, qui se souvenait du jeune homme suffisant de Pike, ressent le fossé entre ce qu'était Théon et ce qu'il est devenu comme une douleur physique. Dans ce livre, la destruction est plus présente, et ce n'est pas une métaphore. Théon a perdu plusieurs doigts aux mains et aux pieds, la plupart de ses dents. Ses cheveux sont devenus blancs, sa peau est grise. Son corps ressemblait à celui d'un vieillard de plus de 60 ans, alors que Théon n'a même pas 30 ans. On ne lui donnait pas de nourriture normale. Il vivait dans une cage avec des chiens. Quand un rat apparaissait dans la cellule, il l'attrapait et le mangeait avant que quelqu'un n'ait le temps d'entrer et de le lui prendre. Quand on lit cette scène, il faut se rappeler, c'est le même homme qui tirait à l'arc devant le roi, qui chassait dans les forêts du Nord, qui buvait avec son ami Robb. La série n'a pas pu rendre cela pleinement, car l'acteur restait toujours le même Alfie Allen. Dans le livre, Martin décrit une créature que sa propre sœur, Yara, a à peine reconnue lors de leur rencontre. Elle le regardait et ne pouvait pas croire que c'était son frère. Ramsay a également eu recours à une technique psychologique dont on parle très peu, les fausses évasions. À plusieurs reprises, il a laissé Théon s'échapper, puis l'a rattrapé pour lui expliquer qu'il s'agissait d'un test, qu'il savait tout depuis le début, qu'il n'y avait pas d'évasion possible, que tenter de s'échapper était la pire chose à faire. Cela a brisé chez Théon la capacité de croire en la moindre possibilité. C'est précisément pour cette raison que, lorsque l'aide véritable lui est parvenue, lorsque Yara est venue avec une véritable proposition, il a refusé. Non pas parce qu'il voulait rester,
mais parce qu'il ne pouvait plus distinguer la réalité d'un piège. Ramsay ne s'est pas contenté de torturer le corps. Il a torturé la possibilité même de l'espoir. Mais le pire que Ramsay ait fait, ce ne sont pas les tortures physiques. Le pire, c'est ce qu'il a fait au nom. Ramsay effaçait méthodiquement, jour après jour, un mot de la mémoire de son prisonnier. Le mot « Théon ». Il le remplaçait par un autre mot, « Rick ». Et cela fonctionnait, car Ramsay avait compris ce que personne d'autre n'avait compris. Théon Greyjoy n'a jamais eu d'identité bien définie. Il a toujours été soit un otage, soit un pupille, soit un traître, soit un prince. Aucune de ces images n'était la sienne. Ramsay ne détruisait pas le cœur de sa personnalité. Il comblait le vide qui avait toujours été là. Et Théon, n'ayant rien de réel à quoi se raccrocher, adopta ce nouveau nom. C'est cet aspect qui rend cette histoire non seulement effrayante, mais véritablement tragique. Ramsay n'aurait pas pu faire subir ce qu'il a fait à Théon, à Robb Stark ou à Jon Snow. Car eux avaient un ancrage, une place dans le monde, des gens qui les aimaient sans condition. Théon n'avait rien de tout cela. Ni son père, ni ses tuteurs, ni même Robb ne l'acceptaient pleinement. Et Ramsay en a profité avec une précision chirurgicale. Il ne se contentait pas de le torturer. Il lui posait des questions. Il obligeait Théon à répéter encore et encore « Comment t'appelles-tu » et il le punissait jusqu'à obtenir la bonne réponse. Rick. C'était une guerre pour un nom. Et Ramsay l'avait gagné, car le nom de Théon ne lui avait jamais vraiment appartenu. Parlons maintenant du saut. Dans la série, Théon saute du mur de Winterfell avec Sansa. Dans les livres, il saute avec Jane Poole, que l'on faisait passer pour Arya Stark. C'est une différence fondamentale. Dans la série, le saut avec Sansa est thématiquement plus beau, car Théon protège la sœur de son frère, bouclant ainsi la boucle de la trahison. Dans les livres, tout est moins sympathique et donc plus honnête. Théon saute avec une jeune fille qu'il connaît à peine, simplement parce que l'occasion s'est présentée, simplement parce que le mot « Théon » a soudainement transpercé l'armure de Rick. Il ne saute pas parce qu'il est devenu un héros. Il saute parce que, quelque part au plus profond des couches d'horreur et de désespoir, il reste une étincelle qui se souvient de qui il était. Dans les livres, la reconstruction est plus lente, plus chaotique et inachevée. Dans les dernières pages de A Dance with Dragons, Théon vit dans le camp de Stannis et attend une éventuelle exécution pour le meurtre de Bran et de Rickon qu'il n'a pas commis. Yara persuade Stannis de le laisser mourir par l'épée plutôt que par le feu, et il demande à être exécuté devant la Vierge, comme l'aurait fait Ned Stark, selon les lois des Stark et non selon celles de R'hllor, car Ned Stark était le père qu'il n'avait pas eu. L'Arche, la transformation. Et pourquoi cela fonctionne-t-il chez elle comme cela ne fonctionne chez presque personne d'autre? Dans la série, l'arc narratif de Théon s'achève à Winterfell, dans le 3e épisode de la 8e saison. Il se tient face au roi de la nuit, une lance à la main, l'un des derniers défenseurs alors que tous les autres sont déjà morts. Bronn se retourne et prononce 4 mots. « Tu es quelqu'un de bien ». Pas « Tu es un guerrier courageux ». Pas « Tu as racheté tes péchés ». Exactement. Une bonne personne. Et Théon se précipite en avant. Ce sont les 4 mots qu'il a entendus pour la première fois de sa vie. Pas « Tu es un traître ». Pas « Tu es Rick ». Pas « Tu n'es pas un Stark ». Une bonne personne. Et il meurt avec ces mots, comme avec la réponse à la question qui le tourmentait depuis son enfance. Suivons son parcours du début à la fin. Dans le premier épisode de la série, Théon regarde la tête d'un déserteur exécuté s'envoler et lui donne un coup de pied. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il tente de se fondre parmi des gens qui ne l'accepteront jamais comme l'un des leurs. C'est l'un des gestes les plus éloquents de toute la saga. Un homme qui donne un coup de pied à la tête d'un autre pour faire bonne impression. Dans le final, Théon se jette avec sa lance sur une créature capable de tuer n'importe quoi pour protéger le garçon qu'il a autrefois trahi. Ce n'est pas une symétrie fortuite. Martin et les scénaristes ont construit ce cercle dès le début.
Plusieurs moments décisifs. Le premier. Le moment où Yara est venue le chercher à Dreadfort et où il a refusé de partir. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est Rick à l'état pur. Celui que Théon était devenu ne pouvait pas saisir cette occasion de s'échapper, car il ne croyait pas mériter d'être sauvé. Ramsay lui avait déjà organisé plusieurs fausses évasions, précisément pour anéantir définitivement son espoir. Théon avait dit à Sansa « C'est un piège. Il sait tout. Il a vu trop de fausses issues pour croire à la vraie. » Deuxième tournant, la scène où il avoue à Yara qu'il n'a pas tué Bran et Rickon, qu'il aurait voulu que Ned Stark soit son père. C'est la chose la plus sincère que Théon ait jamais dite de toute sa vie. Pas pour faire bonne figure, pas par calcul, juste la vérité qu'il portait en lui depuis 20 ans. Ce moment marque le début de son retour. Les gens l'ont souvent sous-estimé, car Théon a prononcé ces mots doucement, presque sans expression. Mais c'est ainsi que commence le retour. Pas par un monologue orgueilleux, par une seule vérité murmurée, prononcée à voix haute. Troisièmement, la conversation avec Jon sur le rocher du dragon. Jon lui dit « Tu es à la fois un Stark et un Greyjoy. Tu n'as pas besoin de choisir. » C'est la réponse que Théon a cherchée toute sa vie, et c'est précisément après cela qu'il retourne à Winterfell. Remarquez la symétrie. Théon a commencé à Winterfell. Sa première décision monstrueuse a été prise à Winterfell, et la dernière véritable décision de sa vie est également prise à Winterfell. Il retourne là où tout a commencé et fait ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Il défend au lieu de conquérir. Il se range du côté du garçon et non contre lui. Il meurt non pas en otage ni en traître, mais en homme qui a lui-même choisi les siens. En quoi l'arc narratif de la série diffère-t-il fondamentalement de celui des livres ? Dans la série, Théon parvient à une certitude. Il est à la fois un Stark et un Greyjoy. Sa mort est l'affirmation de cette double identité. Dans les livres, l'histoire n'est pas encore terminée. Dans le chapitre publié de Les Vents de l'Hiver, intitulé Théon, sans le préfixe Rick, il se trouve dans le camp de Stannis à la veille de la bataille. Le titre même de ce chapitre est révélateur. Le livre pose une autre question que la série. Non pas « Qui es-tu devenu ?», mais « Qui as-tu toujours été ?» Et c'est précisément le Théon des livres qui se rapproche le plus de ce que Martin avait écrit à l'origine. Un homme sans racines qui, à travers la destruction, trouve enfin quelque chose de réel. Comparez cela à Jaime, encore une fois. Jaime a tué le roi fou, sauvé 1,5 million de personnes, et personne ne l'a su pendant 20 ans. C'était un secret qui le rongeait de l'intérieur. Lorsque la vérité a fini par éclater au grand jour, Jaime a eu l'occasion de réécrire son histoire. Théon n'a pas eu cette chance. Son histoire a toujours été exposée au grand jour, consignée comme une trahison, un enlèvement, un meurtre d'enfant. Et pourtant, à la fin, il a trouvé quelque chose d'authentique, sans pouvoir réécrire le passé. Simplement, en dépit de celui-ci, ce qui est caché, ce dont on ne parle presque jamais. Commençons par un parallèle que la plupart des spectateurs ne remarquent pas, Théon et Ned Stark. Ça semble étrange, n'est-ce pas? Le traître est l'incarnation même de l'honneur. Mais regardez de plus près. Ned a pris Théon en otage et l'a élevé, parce que c'était une nécessité politique. Il ne l'a pas tué. Il lui a donné un toit, de quoi manger, une éducation. Il l'a traité, sans doute, mieux que Balon Greyjoy n'aurait traité son propre fils. Ned considérait Théon presque comme un membre de sa famille. Presque. Ce presque valait tout. Théon ressentait ce presque chaque jour. Ned était bon envers son otage, et c'est ce qui a failli le condamner. Car la bonté sans acceptation totale est une torture d'un genre particulier. Elle donne assez de chaleur pour que l'on en veuille davantage, mais ne donne pas ce « davantage » lui-même. Et maintenant, regardez la scène finale de Théon. Il protège Bran, ce même Bran qu'il avait autrefois pris en otage à Winterfell. La boucle est bouclée, mais cette fois, c'est Théon qui se tient entre l'enfant et le danger. C'est lui qui choisit désormais de protéger plutôt que de capturer. Autrefois, il avait pris le château d'assaut et fait prisonnier le garçon.
Aujourd'hui, il revient au château pour protéger ce même garçon d'une menace qui éclipse toutes les batailles précédentes. C'est une boucle d'une telle ampleur qu'on la ressent physiquement. Venons-en maintenant au parallèle avec l'histoire réelle dont Martin s'est inspiré. La pratique médiévale consistant à prendre les enfants de la noblesse en otage est bien documentée. L'un des cas les plus connus est celui de Guillaume Marshal, futur grand chevalier d'Angleterre, qui fut otage du roi Étienne durant son enfance. Le garçon avait environ 5 ou 6 ans lorsque son père l'a donné en gage, puis a rompu sa parole. Marshal a grandi et est devenu l'un des chevaliers les plus respectés de son époque. Martin a étudié ces histoires. Il comprenait ce que représente pour un enfant une situation d'incertitude permanente. Que signifie grandir en sachant que l'on mourra si son père prend la mauvaise décision? Théon porte en lui ce traumatisme invisible depuis l'âge de 9 ans. Et toute sa vie qui a suivi n'est qu'une tentative de s'en échapper et non de s'en guérir. Marshal est devenu le plus grand chevalier de son époque. Théon est devenu un traître et smelly. La différence ne réside pas dans leur caractère, mais dans la manière dont on les a traités. Il y a encore un détail que presque tout le monde oublie. Dans A Dance with Dragons, il y a une scène où Théon se tient près de la Vierge de Winterfell et entend les arbres prononcer son nom. Théon. Juste son nom. Pas le traître. Pas Rick. Théon. Les premiers êtres à l'appeler par son vrai nom après tout ce qui lui est arrivé, ce sont les anciens dieux. Des dieux qui n'ont jamais été les siens. Il est né de la terre de fer, adorateur du dieu noyé. Mais c'est ici, près de ce vieil arbre, qu'il a pour la première fois depuis longtemps le sentiment d'exister. C'est l'un des moments les plus calmes et les plus forts des livres de Martin. Pas de drame, juste la voix des arbres. Juste un nom. Il convient de le souligner. Martin ne choisit pas les noms au hasard. Théon signifie Dieu en grec. Quant à Riik, ce n'est qu'un son, un gémissement, un cri, quelque chose d'ineffable. L'opposition entre ces noms est l'opposition entre l'homme et son absence. Ramsay n'a pas simplement rebaptisé le prisonnier, il a remplacé le sens par un son, la personnalité par un réflexe, et lorsque les arbres de la Vierge prononcent le nom Théon et non Riik, ce n'est pas simplement une belle image. C'est le retour du sens là où il n'y avait que du son. En ce qui concerne la série de livres inachevés, parmi les lecteurs de Le Trône de Fer, il existe une théorie selon laquelle le Théon des livres survivra et jouera un rôle important dans la lutte contre la menace venue du Nord. Argument, son lien particulier avec la mère de Dieu de Winterfell, où vivent les anciens dieux. Le fait que les anciens dieux semblent connaître son nom. L'intérêt inexplicable que lui portent certaines figures mystiques du camp de Stannis. Il s'agit d'une théorie, et non d'un canon, et Martin reste pour l'instant silencieux. Mais il y a des indices. Et s'il survit, cela rendra son arc narratif fondamentalement différent de celui de la série. Non pas une rédemption par la mort, mais une rédemption par la vie, avec le fardeau du passé. Verdict. Théon Greyjoy a trahi les Stark. C'est vrai. Il a ordonné de tuer des gens. C'est vrai aussi. Il a commis des actes qu'aucun sacrifice héroïque dans le final ne pourra effacer. Et pourtant, son parcours est l'un des plus honnêtes de la saga. Car Martin ne nous propose pas une rédemption simpliste. Il ne dit pas « un seul acte héroïque efface tout ». Il montre qu'il faut passer par une destruction totale de soi-même, perdre son nom, perdre son corps, perdre tout ce que l'on considérait comme soi-même pour trouver sous tout cela quelque chose de véritable. Au début, j'ai dit que l'arc narratif de Théon était plus fort que celui de Jaime, et voici pourquoi. Jaime a perdu un bras et a repensé à ce qu'il voulait être. C'est douloureux et difficile. Mais Jaime a toujours su qui il était. Un chevalier, un frère, un amant, un Lannister. Il avait un ancrage auquel se raccrocher. Théon n'avait rien. Ni une famille qui l'acceptait tel qu'il était, ni un peuple qui le considérait comme l'un des siens, ni un nom qui ne lui soit pas étranger. Il s'est construit à partir de rien, à partir du néant, et ce qu'il a construit, même si c'était incomplet et inachevé, lui appartenait.
Martin a déclaré à plusieurs reprises dans des interviews qu'il aimait créer des personnages qui ne rentraient pas dans les catégories habituelles. Théon est l'exemple le plus extrême de cette idée. On l'a délibérément laissé hors de toute catégorie. Ni méchant, ni héros, ni victime. Il est tout cela à la fois. Il a commis des atrocités par faiblesse, et non par méchanceté. Il a souffert pour ses méfaits de manière disproportionnée par rapport à ce qu'il avait commis. Il a trouvé la rédemption non pas parce qu'il est devenu une autre personne, mais parce qu'il s'est souvenu de ce qu'il aurait pu être s'il en avait eu la chance. En ce sens, son parcours n'est pas une histoire de transformation. C'est l'histoire de la découverte de ce qui était là depuis le début. Martin a écrit sur Théon avec une tendresse que le lecteur ne perçoit qu'avec le recul. Il lui a infligé les épreuves les plus dures, mais lui a également accordé les moments les plus humains. Théon à Dreadfort, attrapant un rat dans l'obscurité, n'est pas un méchant. C'est un homme au plus sombre moment de sa vie. Martin nous a fait détester Théon pour avoir pris Winterfell. Puis, il nous a fait voir que derrière ce Théon que nous détestions se cachait un garçon désemparé que personne n'avait jamais vraiment accepté. Et quand on nous fait comprendre cela à travers la douleur, à travers la perte, à travers Rick, c'est une autre compréhension. Une compréhension plus honnête. Jon Snow lui a dit « Tu es à la fois un Stark et un Greyjoy ». Ces mots renferment la clé de toute l'histoire. Toute sa vie, Théon a cru devoir faire un choix. Son père lui disait de devenir un Greyjoy et de renier les Stark. Les Nordiens attendirent de lui qu'il devienne un Stark et qu'il oublie les Greyjoy. Personne ne lui a jamais dit « Tu peux être les deux ». C'est impossible à apprendre à 9 ans. C'est presque impossible à apprendre à 25 ans. Parfois, il faut se perdre complètement pour comprendre qu'il n'y avait en réalité aucun choix. Théon Greyjoy a commencé comme un garçon que tout le monde malmenait. Son père voyait en lui un Stark. Les Stark voyaient en lui un Greyjoy. Ramsay Bolton voyait en lui un instrument. Et à la fin, à Winterfell, là où les arbres avaient autrefois prononcé son nom, c'est lui-même qui a choisi pour qui mourir. Non pas parce qu'il le devait, non pas parce que quelqu'un le lui avait ordonné, mais parce qu'il le voulait, pour la première fois de sa vie. Remarque, Théon est mort à l'endroit même où il a grandi, dans la cour de Winterfell, là où se dressent les arbres-cœurs, là où les Stark célébraient leurs rites, là où Bran apprenait à voir. Théon n'était pas un Stark, mais il est mort près de la Vierge des Stark, en protégeant un Stark, au nom des Stark. Ce n'était ni un hasard, ni une coïncidence poétique. C'était le point où l'histoire bouclait enfin la boucle. Là où les arbres avaient autrefois prononcé son nom, il a donné à ce nom la dernière et la meilleure réponse. Lorsque la tête du déserteur de la garde de nuit a été arrachée et que Théon l'a poussé du pied dans la toute première scène, c'était un garçon qui s'efforçait de se fondre dans la masse. Lorsque Théon s'est précipité sur le roi de la nuit, une lance à la main, c'était un homme qui était enfin devenu lui-même. C'est là la réponse à la question d'identité qui se posait depuis le début. Pas en parole, mais dans l'action. Dites-nous dans les commentaires, selon vous, la fin du livre de Théon sera-t-elle meilleure que celle de la série? Je suis très curieuse de connaître votre avis. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine analyse.